Marcus, un lieutenant général noir chevronné, n'aurait jamais imaginé qu'une arme serait pointée sur lui dans un supermarché bondé, tout simplement parce qu'il avait osé se tenir debout et défendre un membre de la communauté noire. Un officier blanc, aveuglé par ses préjugés, avait décidé que l'intellect, le calme et l'honneur de Marcus faisaient de lui une menace, simplement à cause de la couleur de sa peau. Le système, dans son silence glacial, avait tenté de le faire taire avec une arme. Ce matin-là, dans un quartier tranquille de Lormont, Marcus s'était garé devant l'enseigne du supermarché Premia pour y acheter du pain et du lait. Il venait à peine de sortir de sa voiture lorsqu'il aperçut une scène familière. Un adolescent noir, mince, le regard nerveux, tenait un sac plastique scellé portant le logo du magasin. Devant lui, un agent de sécurité blanc, bras croisés, fixait le garçon comme s'il s'apprêtait à voler. Le garçon bredouillait qu'il avait oublié son reçu. Marcus observa un instant, puis sortit calmement de sa voiture. Il s'approcha de la scène, son regard serein, sa posture droite. Il salua brièvement le vigile d'un hochement de tête. « Je ne veux pas m'imposer, » dit-il d'une voix douce mais assurée. « Mais il semble y avoir un malentendu ici. » À cet instant, les passants ralentirent. Une vieille dame près des étals s'arrêta net. Un père tenant la main de son fils jeta un coup d'œil inquiet. La tension, jusqu'alors invisible, devint palpable. Le vigile redressa les épaules. Il toisa Marcus de haut en bas, visiblement agacé par cette interruption. Ses doigts jouaient avec son talkie-walkie accroché à sa ceinture. « Monsieur, je gère la situation », répondit-il avec un ton sec. « Il n'a pas de reçu. Ça sent le vol. » Marcus fit un pas de plus, ses mains bien visibles, paumes ouvertes. Il n'avait ni colère, ni défiance dans les yeux, seulement une vigilance forgée par des décennies à désamorcer des conflits plus graves que celui-ci. Et s'il l'avait simplement oublié? Le sac est scellé. Le magasin ne permet pas d'utiliser ces sacs sans passage en caisse. Peut-être pouvons-nous vérifier ça auprès d'un employé. Le garçon leva les yeux, hésitant. Il avait des larmes au bord des paupières, mais il se tenait droit, comme s'il puisait dans la présence de Marcus une force silencieuse. Il n'avait pas demandé à être défendu. Mais quelqu'un l'était. Enfin. « Il peut appeler ma mère, » murmura-t-il. Le vigile souffla bruyamment par le nez, cherchant visiblement à affirmer son autorité. « Monsieur, je vous invite à reculer. Vous ne travaillez pas ici. » Marcus ne répondit pas tout de suite. Il observa autour de lui, mesura l'impact de chaque mot. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait ce genre de scène, mais c'était la première fois qu'il la vivait sans uniforme, sans médaille, sans le bouclier invisible d'un grade. « C'est vrai, je ne travaille pas ici, » dit-il enfin. « Mais je vis ici. Et je ne peux pas détourner les yeux quand un jeune est traité comme un suspect uniquement à cause de sa couleur de peau. » Le talkie-walkie grésilla. Une voix de femme, probablement à l'accueil, demandait si tout allait bien. Le vigile appuya sur le bouton. « Incident en cours. J'ai un homme qui interfère dans une procédure de vérification. » Marcus leva légèrement une main. « Ce n'est pas un incident, c'est une conversation. » Mais déjà, 2 agents de police, appelés en renfort depuis le poste à 2 rues de là, s'approchaient de l'entrée du supermarché. L'un d'eux posa la main sur son arme en voyant Marcus. L'autre jeta un coup d'œil au vigile, puis au garçon. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» Le vigile pointa le doigt vers Marcus. « Cet homme refuse de coopérer. Il interfère pendant que j'essaye d'interroger un suspect. »« Je ne suis pas un suspect, » souffla le garçon. « J'ai payé. J'ai juste perdu le reçu. » Marcus tourna calmement la tête vers les policiers. Il ne fit aucun geste brusque. Chaque muscle de son corps savait ce que signifiait l'erreur d'un seul mouvement. « Officier, je suis Marcus Delcourt, retraité de l'armée. Je fais seulement ce que je crois juste. Ce jeune homme mérite qu'on l'écoute, c'est tout. » Le policier à la main sur l'arme s'avança, tendu. Ses yeux fixaient Marcus, mais son regard n'était pas celui de quelqu'un qui cherchait à comprendre. Il était sur la défensive, déjà prêt à en découdre. « Vos papiers. » Marcus respira profondément. Il sortit lentement son portefeuille et le tendit, geste lent, mesuré. « Vous ne comprenez pas, » dit-il calmement. « Il ne s'agit pas de papiers. Il s'agit d'un malentendu qui peut dégénérer parce qu'on suppose qu'un garçon est coupable sans preuve, parce qu'il est noir. Et parce que je le défends, je deviens moi-même suspecte. » Un silence pesant tomba sur le trottoir. Le garçon, toujours figé,
serrait son sac contre lui. Les curieux étaient de plus en plus nombreux. Des caméras de téléphone s'étaient discrètement levées. « Messieurs, ajouta Marcus, je vous demande seulement de prendre un instant, de regarder les faits. Un sac fermé, un garçon qui n'a pas fui, qui demande qu'on appelle sa mère, et moi, un citoyen, qui demande qu'on l'écoute avant de dégainer des armes. » Le second policier regarda son collègue, puis le garçon. « Tu connais le contenu du sac ?»« Oui, dit le garçon. C'est des yaourts et du pain. Ma mère m'a donné de l'argent. J'ai scanné. J'ai oublié le reçu sur la borne. Il fouilla dans sa poche, en sortit la monnaie. Exact. La somme rendue était conforme. » Le policier prit une grande inspiration, puis parla dans sa radio. Code annulé. C'est bon. RAS. Le vigile fronça les sourcils. Il n'appréciait visiblement pas que les choses lui échappent. Vous ne comprenez pas, protesta-t-il. Il faut toujours vérifier. Toujours. Marcus s'inclina légèrement vers lui. Il n'y avait ni arrogance ni hostilité dans sa posture. Juste une gravité ancienne, celle d'un homme qui avait vu le pire et qui croyait encore à ce qu'il y avait de meilleur. Non, il ne faut pas toujours soupçonner. Il faut savoir quand il y a un malentendu. Et aujourd'hui, c'en est un. Et il ajouta, les yeux rivés sur le vigile. Mais il semble y avoir un malentendu ici. Le vigile, nommé Gérard selon son badge, répondit sèchement qu'il faisait simplement son travail. Le jeune n'avait pas de reçu et plusieurs vols avaient été signalés ce matin. Marcus resta impassible. « Je comprends, répondit-il. La prudence fait partie du métier. Mais il se trouve que je suis familier avec les procédures logistiques. Ce garçon se souvient clairement de la caisse et de la caissière. Peut-être pourrions-nous vérifier auprès d'elle ?» Gérard hésita un instant, puis céda. Il lança un regard agacé au garçon, hocha la tête vers l'entrée. « Va chercher ta caissière. » Le garçon, surpris par ce revirement, s'éclipsa aussitôt à l'intérieur du magasin. Marcus le regarda partir, puis, sans se presser, entra lui-même dans le bâtiment. Il attrapa un chariot vide, par simple habitude, ses mains posées légèrement sur la poignée métallique, et avança entre les rayons. Il n'avait pas oublié pourquoi il était venu. Pain, lait. Mais à présent, l'air avait changé. Épais, tendu. Chaque pas résonnait sous les néons comme une déclaration silencieuse. Les clients autour de lui allaient et venaient, indifférents pour la plupart. Mais Marcus sentait quelque chose. Il avait connu la guerre, les tranchées urbaines, les regards qui précèdent les décisions dangereuses. Son instinct, affiné par des années en zone de conflit, lui soufflait qu'il était suivi, observé. Il s'arrêta un instant près du rayon fruits secs, fit mine de lire l'étiquette d'un sachet d'amandes, puis leva discrètement les yeux. Près de la sortie, partiellement dissimulé derrière un pilier en béton peint, un policier en uniforme noir, grand, large d'épaules, appuyé contre le mur, le fixait avec intensité. L'homme ne bougeait pas. Il ne consultait pas son téléphone, ne parlait pas à la radio. Il regardait, fixement. Ce n'était pas un agent en ronde, c'était une sentinelle. Marcus reposa le sachet, reprit son chariot, continua d'avancer, lentement, comme pour ne pas éveiller plus de soupçons. Mais il ne détourna pas le regard. Ce n'était pas la première fois qu'il croisait un regard comme celui-là, un regard persuadé d'avoir trouvé un danger à neutraliser. Il n'y avait pas de curiosité dans ces yeux-là, juste la certitude. Le policier se redressa, quitta le pilier avec lenteur. Sur son badge, Marcus lut rapidement « De Valmont ». Il avança droit vers lui, épaules rigides, la main frôlant sa ceinture. « Où allez-vous » demanda-t-il d'une voix sèche, autoritaire. Marcus ne bougea pas. Son regard resta posé sur le policier, sans défi, sans crainte. Juste une stabilité inébranlable. « Je viens de payer mes achats. Je vais à ma voiture. » Il tendit le sac qu'il portait, modeste, avec à l'intérieur une bouteille de lait, une baguette et quelques œufs. Rien d'inhabituel, rien de suspect. Valmont jeta un œil au contenu, puis releva les yeux vers le visage de Marcus. Il y avait dans son expression quelque chose de froid, presque impersonnel, comme s'il lisait un manuel invisible, dans lequel Marcus entrait dans une case définie. « Vous avez un reçu » lança-t-il. Marcus le sortit de sa poche intérieure. Il tendit calmement le ticket, bien droit entre deux doigts, sans mot de trop, sans mouvement brusque. Valmont s'en saisit, le regarda brièvement, juste le temps de confirmer que l'heure et les produits correspondaient. Pourtant, son visage ne changea pas. Sa posture ne se relâcha pas. Ses yeux restèrent durs. Valmont le regarda brièvement, mais ne relâcha pas sa méfiance.
Vous habitez où? À 10 minutes d'ici, au quartier Belvédère. Valmont hocha la tête, son visage dur sans expression, puis déclara vouloir vérifier avec la banque. Il ne proposait pas. Il annonçait. Marcus ne dit rien de plus, seulement « Très bien, je vous attendrai près de la sortie. » Il recula de quelques pas, lentement, en laissant de l'espace. Il se posta à côté de la porte automatique, le sac dans une main, son autre main libre, bien visible. Rien dans son attitude n'appelait la confrontation. Tout en lui inspirait la maîtrise, la retenue, la patience. Mais autour de lui, les choses bougeaient. Les regards commençaient à converger. Une femme près du rayon des confitures, panier au bras, leva brièvement les yeux. Un adolescent au casque baissé sur les oreilles retira un écouteur. Une hôtesse de caisse échangea un regard inquiet avec sa collègue. Personne ne parlait, mais tout le monde regardait. Une scène prenait forme, même sans en connaître le début. Marcus le savait. Ce n'était pas un simple contrôle. Ce n'était plus une vérification de routine. C'était un moment où le soupçon prenait forme, nourri de préjugés anciens, de réflexes culturels que personne n'osait nommer, mais que tout le monde ressentait. Une suspicion qui ne s'appuyait ni sur un comportement, ni sur un acte, mais sur une silhouette. Une couleur. Lorsque Valmont revint, son pas était plus rapide, son regard plus fermé. Il tenait son téléphone professionnel d'une main et son carnet de notes dans l'autre. « Le paiement ne figure pas encore dans le système », déclara-t-il d'une voix forte, comme pour que les témoins entendent. « Donc, à ce moment précis, vous n'avez pas payé. » Marcus leva légèrement les sourcils, sans hausser la voix. Le ticket a été scanné. Le reçu est imprimé. Les délais bancaires sont fréquents. La transaction peut apparaître d'ici quelques minutes. Valmont croisa les bras, planté là comme un barrage. Peut-être. Mais j'ai le droit de retenir toute personne suspecte. Et vous, dit-il en désignant Marcus de l'index, correspondez à la description d'un récidiviste ici. Les mots tombèrent comme des pierres. Certains clients tournèrent complètement la tête, choqués. D'autres baissèrent les yeux, mal à l'aise. Marcus, lui, resta droit. Il ne broncha pas. Il cligna lentement des paupières et demanda, calme mais ferme. « Je suis suspect parce que je suis un homme noir, grand et âgé. » Valmont tiqua à peine. « Je n'ai pas écrit les descriptions, répliqua-t-il, les dents serrées. Marcus hocha lentement la tête. « Non, mais moi, je n'ai pas choisi la peau que je porte. » Le silence s'épaissit. C'était une phrase simple, mais elle ouvrait quelque chose dans l'air. Un malaise ancien, trop souvent enterré sous des procédures, des formulaires, des incidents regrettables. Une caissière, à peine plus âgée que le garçon de tout à l'heure, détourna le regard. Elle avait tout vu. Le garçon, le sac, le reçu. Elle détourna les yeux, par peur ou par fatigue. Peut-être les deux. Marcus comprit. Elle ne voulait pas s'en mêler, ou pire, elle pensait que s'en mêler ne changerait rien. Valmont fit un pas en avant, plus près. Il sortit une paire de gants noirs de sa poche arrière. « Je vais devoir vous faire sortir de la file. Restez visible, main en l'air. » Les portes automatiques se figèrent. Le bip des caisses sembla ralentir. Les visages se figèrent un à un. Marcus ne bougea pas. Il respira profondément. Il avait vécu plus d'embuscades que Valmont n'en verrait jamais. Mais celle-ci, dans un magasin banal, au milieu des pains tranchés et des bouteilles de jus, avait quelque chose de plus insidieux. Elle n'était pas bruyante, elle était quotidienne. Un silence pesant s'installa, puis une voix s'éleva depuis un rayon. « Je connais ce flic. » Tous les regards se tournèrent, comme tirés par un même fil invisible, vers un employé du magasin. Badge, Khalil épinglé à la poitrine, sweat gris taché de farine, visage tendu. Il avança lentement, posant un carton à moitié rempli sur le sol, sans quitter Valmont des yeux. « Vous êtes bien Valmont, non ?» lança-t-il assez fort pour que tout le monde entende. « J'étais au collège avec un gars, Malik. Il avait 14 ans. Arrêté par vous, en uniforme scolaire, parce qu'il ressemblait à un suspect. Vous lui avez cassé le bras. » Un frisson traversa l'assemblée. Des soupirs, des murmures. Valmont pâlit. Sa mâchoire se contracta. Il ne répondit pas, mais c'était trop tard. L'impact de cette mémoire n'avait pas besoin de confirmation. Elle venait d'ébranler sa façade. Marcus, toujours immobile, vit le regard du public changer. Les visages autour d'eux n'étaient plus simplement témoins passifs, ils devenaient conscience. Les non-dits flottaient dans l'air comme de la poussière éveillée sous un rayon de vérité. Valmont tenta de reprendre le contrôle.
Sa voix se fit plus forte, plus sèche. On connaît les chiffres, dit-il. Les taux de criminalité sont plus élevés dans certaines communautés. Je fais mon travail. Un malaise traversa les rangs. Certains hochèrent la tête, d'autres reculèrent d'un pas, heurtés. Marcus s'avança d'un pas. Il ne cria pas. Il n'avait pas besoin. Sa voix portait comme un tambour sourd frappant le cœur de la salle. Ce que vous venez de dire est l'un des raisonnements les plus dangereux de la police moderne. Un taux de criminalité ne justifie pas une suspicion ciblée. Il en est le produit. Quand une communauté est constamment surveillée, contrôlée, privée d'opportunités, elle finit par refléter les chiffres que vous brandissez. Valmont serra les dents. Son visage était rouge maintenant, pas de colère, mais d'humiliation lente, publique. Mais il n'interrompit pas Marcus, qui poursuivit. La justice, la vraie, ne vient pas de ce que vous voyez sur un visage. Elle vient de ce que votre badge est censé défendre. Si vous avez oublié ça, alors vous ne protégez personne. Vous imposez. Un silence glacial tomba. Pas un bruit. Les bips des caisses s'étaient arrêtés. Même les portes automatiques semblaient figées dans le temps. Valmont recula d'un demi-pas, puis porta sa main à son épaule. Il parla dans sa radio. Code 141. Homme noir, grand, potentiellement armé. Les mots tombèrent comme une gifle, comme un coup de feu silencieux. Marcus sentit son cœur ralentir, mais pas de peur, de certitude. Il connaissait cette musique. Il avait vu ces 3 mots surgir avant chaque malheur. Il avait assisté à ce genre de scène trop souvent, ailleurs, sur d'autres terres, avec d'autres uniformes. Ces mots, ils n'étaient pas des descriptions. Ce sont des déclencheurs. Ils précèdent toujours la tragédie. Quelqu'un cria. Un enfant, un petit garçon de 6 ou 7 ans, témoin de la scène, venait d'uriner sur ses vêtements de peur. Sa mère le serra contre elle, les yeux fous, en criant. « Que leur apprenez-vous » Marcus ne bougea pas. Il respira 1 fois, 2 fois. Il leva lentement ses 2 mains. Il n'avait rien à cacher, rien à prouver. Il voulait que chacun voie. Pas seulement Valmont, pas seulement les caméras, mais chaque témoin de cette vérité lente, amère, douloureuse. Et il fixa le policier. « Si vous tirez, vous ne tirez pas sur moi. Vous tirez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur ce que je représente. » Les mots tombèrent, calmes, tranchants, sans haine. Marcus n'avait pas bougé. Il parlait droit, les yeux dans ceux de Valmont, sans ciller. Autour d'eux, le silence était une mer étale, tendue, prête à se rompre. Les mains du policier tremblaient légèrement. Le canon pointait toujours. Le doigt de Valmont frôla la détente. Il suffisait d'un souffle. Mais avant que la tragédie ne frappe, Khalil s'interposa. Il n'avait pas couru. Il s'était avancé lentement entre les rayons, comme s'il portait le poids de 1000 témoins invisibles sur les épaules. « Si vous tirez, dit-il, vous n'êtes plus un flic, vous êtes un tueur en uniforme. » Sa voix n'était ni forte, ni théâtrale. Elle vibrait de vérité. D'un courage qui n'avait rien à prouver, seulement à se tenir là, entre 2 hommes, entre 2 mondes. Le doigt de Valmont trembla, suspendu entre l'ordre appris et la peur non maîtrisée. Puis recula. L'arme baissa, un souffle passa dans l'assemblée. Un silence choqué, irréel, suivi d'un frémissement. Des soupirs étouffés, des sanglots contenus. Des gens détournèrent les yeux. D'autres fixèrent Marcus comme on regarde quelque chose qu'on croyait ne jamais voir. Puis un homme entra. Costume bleu foncé impeccable, lunettes en métal brillant sous les néons. Il marchait vite, suivi de près par 2 policiers militaires en uniforme d'apparat. On n'entendait que le bruit net de leurs pas sur le sol lustré. L'homme s'arrêta net devant Marcus. Il inclina légèrement la tête, une marque de respect, puis se retourna vers Valmont, le ton ferme, public, sans tremblement. « C'est le général Marcus Diop, dit-il, voix claire. Opérations en Kaboul, Mopti et Damas. Vous faites une grave erreur. » Il ne criait pas. Il constatait. Et dans cette simple déclaration résonnait toute la distance entre la dignité et l'indignité, entre ceux qui protègent vraiment et ceux qui confondent autorité avec abus. Les 2 policiers militaires n'attendirent pas d'ordre supplémentaire. Ils s'approchèrent de Valmont avec méthode, sans brutalité, mais avec une certitude que rien n'arrêterait. « Non, attendez! Je suis policier !» hurla Valmont, la voix fêlée, presque enfantine soudainement. « Vous ne comprenez pas. J'applique le protocole. » Mais personne ne l'écouta. Ses mots flottaient, vides, dans un espace qu'il ne contrôlait plus. Il se débattait, mais les mains gantées le maintenaient. Il n'était plus le centre.
Il était devenu l'ombre d'un système qui venait, pour une fois, de se regarder en face. Marcus ne bougea pas. Il n'était pas soulagé, il n'était pas heureux, il n'était pas triomphant. Il était juste debout. Debout comme il l'avait toujours été. Dans la boue d'Afghanistan, sous les pluies rouges du Mali, dans les décombres syriennes. Et maintenant, dans un supermarché, entre une rangée de céréales et un panier d'oranges, il était encore là, debout. Et dans ce silence, purifié par la vérité nue, un enfant leva les yeux vers lui. Pas un enfant qui comprenait tout, mais un enfant qui sentait. Et pour la première fois, il vit un homme noir regardé non comme une menace, mais comme un phare.